Salut, moi c'est Steph. Moi, c'est Sarah. Et toi, t'es sur Radio Jab, le podcast qui t'embarque dans une philosophie de l'action. Tu le sais peut-être pas, mais le jab, c'est le coup principal en boxe. C'est à la fois le coup le plus stratégique et en même temps, il faut en faire beaucoup pour mettre un KO. Et ça, c'est exactement ce qu'on te propose de faire ici. Apprendre des trucs ensemble et te faire passer à l'action. Jab, c'est aussi le nom de notre boîte. On coach, on entraîne et on conseille des dirigeants et des équipes sur la vente. Alors que tu sois dans le business ou pas du tout, reste avec nous. Ce mois-ci sur Radio Jab, on va te parler du collectif. Parce que ça fait sens quand on a des grands rêves de les accomplir à plusieurs. Mais être ensemble, est-ce que ça veut dire créer du collectif ? Alors, le collectif entre emmerde et ambition, c'est tout le débat sur Radio Jab. All right. Good morning. Good morning. Good morning, America. Salut Sarah. Salut Steph. Ça va? On a été synchro sur le ça va. Ah ouais, chips. Du coup, je vais me taire pendant tout le reste de ce mois-ci. Dans Radio Jab, on va te parler du collectif. Trop contente de te retrouver ce matin. Parce que ça fait sens quand on a des grands rêves de se mettre à plusieurs pour les réaliser. Mais être ensemble. Est-ce que c'est assez pour créer du collectif un peu dans notre entre quotidien emmerde et ambition? On te présente puisque le collectif. Le métier de vendre, enfin le fait de vendre, comme on le fait beaucoup ici, incarne vachement cette nouvelle notion qui est le thème du mois, et en même temps a posé beaucoup de questions. Bon. Trop de suspense. Sarah, de quoi on parle ce mois-ci? Le collectif. Et alors là, si tu nous écoutes, tu te dis, c'est quoi le rapport? Peut-être. Bon, on va t'expliquer. Hein. En fait, nous, chez Jab, on a remarqué que voilà, quand tu vends et quand tu fais de la vente de haut niveau, comme on l'a fait nous, ça peut être hyper solitaire. Parce que je pense que Sarah hoche la tête et fait ouais. Parce que voilà, quand t'es dans ton rendez-vous et que tu challenges un prospect, et parfois c'est difficile, on en a déjà parlé pas mal à l'antenne, quoi. Et puis il y a beaucoup de moments où t'es seul. Voilà, tu peux te sentir assez seul. Quand t'appelles, que quand t'es dans le rendez-vous, que quand tu dois négocier avec ton client, t'es seul face à ta réalité, quoi. Ouais. You're alone in the ring. Et tes chiffres aussi. Et tes chiffres, c'est intéressant ça aussi. Mais en attendant, pour être meilleur sur la vente, il faut justement dépasser ça et pas être solitaire. Et par exemple, nous chez Jab, on a ce rituel qu'on a instauré il n'y a pas longtemps de prospecter ensemble. Donc tous les mercredis matins, il y a un créneau, tous les sales sont dans une salle et bam, ça prospecte ensemble. Et d'ailleurs, c'est aussi le principe de ce qu'on fait en fait le mardi avec nos clients. Hein. C'est l'idée de se dire que quand on est ensemble, ça crée une énergie un peu différente et ça crée du collectif. Et ça implique aussi que il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul, ou en tout cas que ça donne de la force d'être ensemble, quoi. Mais être ensemble, est-ce du collectif? Oh. Et c'est ça un peu la question, voilà, c'est comme ça qu'est apparu ce thème, c'est la question qu'on va explorer aujourd'hui. Ça nous a vachement questionné, ça nous a vachement fait avancer, je pense, de travailler sur ce thème-là pour notre quotidien et nos métiers respectifs. Voilà, donc il y a beaucoup de cercles collectifs, il y a beaucoup de notions qu'on va aller explorer dans cet épisode, mais peut-être qu'on va commencer par une petite définition. Quelques définitions. Quelques defs. Qu'est-ce que le collectif ? Il y a une définition qu'on a particulièrement aimée avec Sarah, c'est, je vais vous la lire, qui est le fait d'une collectivité réagissant à certaines situations, bon, jusque-là, ok, mais attention, dont les individus et ou des actions, donc par des actions, donc c'est le fait de faire des actions, dont les individus pris isolément ne seraient pas capables. Donc, pour vous la refaire en français normal, quoi, l'idée c'est... le collectif, ça traduit cette idée d'aller chercher des choses dont on ne serait pas capable seul. Ouais. Et ce qui est intéressant à rajouter à cette définition, c'est un autre truc qu'on a vu, c'est plus serré quand même que le terme de masse. Il n'a pourtant pas la vigueur du groupe ni la structure de la communauté. Alors là, on touche déjà à des mots un peu qui sont dans la galaxie du collectif, hein, donc communauté, masse, on va parler d'équipe, on va parler de responsabilité, d'individualisme, pardon. Voilà un peu tous les termes et les champs d'exploration qu'on va ouvrir dans cet épisode. Je pense qu'il y a une question qui est hyper importante et qui va être centrale pour nous, c'est mais pourquoi on a besoin de collectif en fait ?
Parfois, je sais pas si t'arrives à dire mais pourquoi je fais pas mon truc tout seul, quoi. Surtout que souvent, quand on fait le truc tout seul, ça va plus vite et on a l'impression qu'on est plus efficace. Il y a ce fameux un peu adage Instagram, tu sais, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et en fait, aussi ridicule qu'il puisse paraître quand tu le vois en citation sur Google, quoi, il y a quand même de la vérité là-dessus. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, la problématique centrale de cet épisode et du mois, du coup, ça va être: est-ce qu'être ensemble, c'est créer du collectif? Est-ce qu'être ensemble suffit à créer du collectif? Et est-ce que juste parce qu'on est à côté, ça veut dire qu'on joue collectif? Yes, parce qu'on s'est rendu compte de ça, en fait, assez rapidement en parlant de ce thème. C'est que même dans notre équipe, on s'est rendu compte qu'on bossait souvent ensemble et qu'on essayait de contribuer au groupe, etc. Mais que parfois, on jouait un peu solo dans le groupe, et on a pris un peu l'exemple du sport parce qu'on a interviewé des sportifs qui nous disaient qu'en fait, on peut jouer solo dans un groupe, mais c'est pas ça qui va faire gagner, quoi. Et je pense qu'un bon exemple, si tu as regardé le documentaire The Last Dance, qui est donc sur l'ascension de l'épopée des Bulls et de Michael Jordan, pour moi, il y a vraiment une rupture dans ce documentaire qui est Michael Jordan dans l'excellence, qui brille, qui se démarque de son équipe et tout. C'est comme ça qu'ils arrivent à gagner, par exemple, leur premier grand championnat. Et puis ensuite, pour emmener son équipe à la légende et pas juste une équipe qui gagne un championnat, eh bien, il faut que Michael Jordan évolue et qu'il devienne vraiment le leader d'une équipe et qu'il comprenne la dimension du collectif. Et il le dit lui-même, en fait, dans le documentaire, et c'est ça qui est hyper fort, parce que, et ça c'est une bonne question d'ailleurs, la place du leadership dans le collectif, parce qu'on a tendance à penser que le collectif c'est flat, c'est créer de l'égalité. Ouais, exactement. Et est-ce que c'est vraiment ça? L'exemple de Michael Jordan montre plutôt le contraire, que le collectif présuppose un leadership fort, mais qui donne envie d'emmener les autres et qui élève en fait les autres avec soi. Et voilà. Et donc on voit bien cette transformation dans le documentaire, et il y a vraiment un moment hyper précis où c'est marqué, où il disait: là j'ai compris que si je voulais vraiment qu'on me fasse la légende, il fallait plus que je sois le mec qui fait tous les paniers, tu vois, à qui on fait les passes pour marquer et tout. Ça marche pas. Et ça c'était vraiment assez puissant, et ça questionne aussi du coup le rôle du leadership versus des trucs un peu genre Jean-Jacques Rousseau sur genre faire société, c'est mettre tout le monde égal. Oui, parce que souvent quand on pense au collectif, on se cache un petit peu derrière le terme en baissant la responsabilité individuelle. Alors qu'en réalité, ça commence par soi. C'est-à-dire, si je suis bien avec moi-même et que je vais faire des efforts déjà de mon côté, mon travail, etc., je vais pouvoir mieux contribuer au collectif. Et souvent, il y avait cet exemple un peu dans Creativity Inc., donc qui est le livre qui raconte l'histoire de Pixar, que tout le monde connaît, qui est le studio d'animation qui a fait Toy Story, Monstres et compagnie, etc. Et donc dans l'histoire, il raconte que il y a un truc chez Pixar, c'est trust the process. Fais confiance au process, et surtout dans le process créatif, c'est-à-dire que souvent les créatifs ils vont être bloqués sur des sujets, sur des films, sur des choses comme ça. Et pour avancer et pas se décourager et juste arrêter, il y a cet adage qui est « fais confiance au process ». Et en fait, il raconte que, à force de dire ça, eh ben, ça avait un impact fort sur le collectif, parce que les gens disaient « on trust le process, on trust le collectif », du coup, et ne faisaient pas leur travail individuel. Et donc, ils ont changé ça pour le transformer plutôt en « trigger the process », c'est-à-dire « sers-toi du process » ou déclenche le process pour toi. Et du coup, ça implique que tu fais un travail pour que le collectif te serve. Ouais, c'est hyper intéressant, parce que du coup, là, on touche à la notion de responsabilité. Et ça me fait penser à une étude sociologique qui avait été faite, j'ai oublié la ref exacte, mais qui est assez connue. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans la mer, et il a plus de chances d'être sauvé s'il y a 3 pecnos sur la plage que s'il y a une foule de 200 000 personnes sur la plage, tu vois. Et parce qu'en fait, le collectif parfois peut être ce truc où tu te dis
il y aura peut-être sûrement quelqu'un d'autre. T'as vu tout le monde qui va aller le sauver sur la plage, quoi. Et tout le monde se dit ça. Et en fait, tu te déresponsabilises versus, quand il y a moins de monde, tu n'as pas le choix, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est traduit au monde de l'entreprise. En fait, je pense que dans n'importe quelle boîte, tout le monde peut se reconnaître, je pense, dans ce truc-là, parce que en l'occurrence, chez Pixar, c'est trust aussi le process créatif de faire un film et ça va bien se passer. Et en fait, souvent, ils ont des blocages créatifs dans leur histoire, mais comme ils ont mis en place un process pour dérouler comment un film doit être créé, quoi, ils se disent trust the process. Et en effet, comme tu disais, à la prochaine étape, c'est bidule chose qui trouvera la solution. Là, je suis qu'au début du sketch. Après, ça sera le mec qui fait l'animation qui va trouver la solution, etc. Et en fait, ça n'arrive pas. Et trigger the process, c'est hyper intéressant et je trouve que ça questionne aussi. Enfin, moi, quand tu l'as redit, quand on en a parlé, ça a vachement questionné. Je me suis dit comment je peux appliquer ça à mon propre terrain d'action. Tu vois, au lieu de se dire, et je pense aussi au process de vente. Tu vois, parce que nous, c'est vrai qu'on peut suivre, on a un process de vente et tu peux te dire, je fais confiance au process, je valide mes étapes. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, de se dire plutôt trigger the process? En fait, le truc, c'est que tu peux dire, je valide mes étapes. Ouais. Bon, par exemple, notre process de vente, tu vas démarrer par prendre un rendez-vous. Tu vas prendre un rendez-vous. D'accord ? Fait. Ensuite, tu vas chercher un problème et y trouver de l'urgence à ce problème. Ouais. Ok, tu peux le faire, mais en fait, si t'es pas vraiment dans la granularité du process, tu vas passer à côté du bon problème et de la bonne urgence. Et donc, si on rentre pas dans la précision du process, on peut très bien passer à côté des bons problèmes et de la bonne urgence. Tu peux te dire, mais je suis dans le process, j'ai trouvé un problème et j'ai trouvé une urgence. Mais si c'est pas un problème qui est important pour mon interlocuteur, je vais passer à côté de mon rendez-vous. Et du coup, trigger the process, ce serait plutôt, je sais qu'il faut un problème, je vais le chercher jusqu'à ce que je sois vraiment dans le présent et que j'ai vraiment l'impression que j'ai touché un truc qui fait mal ou qui est une douleur pour l'autre, quoi. Ouais. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que ça te ramène, et c'est tout le point de cet exemple, à ta responsabilité individuelle. Donc, et ensuite, ta responsabilité envers le collectif. Parce que si on fait le pont vers la prochaine étape, nous, chez Jab, on a un rituel qui est le rituel des Celebrate, qu'on fait tous les mardis avec nos clients et qu'on fait entre nous également, et qui a vachement évolué dans ce sens-là, ou dans le sens où, au début, on célébrait les bons rendez-vous pris, les victoires, les clients, nouveaux clients, etc. Et ça a évolué dans quelque chose où on va plus à être essayé de justement faire remonter au collectif nos apprentissages, nos victoires, comment on a gagné, et partager justement ces pépites qu'on a trouvées dans nos victoires. Et ça fait bien le pont entre, il faut beaucoup d'individualisme en tout cas, enfin beaucoup de travail sur soi plutôt, individuel plutôt que de l'individualisme, pour pouvoir construire un collectif. Et je trouve que cette dialectique, elle est aussi hyper intéressante. Ouais, parce qu'en fait, quand tu fais ton travail individuel, tu nourris le groupe. Alors que quand tu le fais pas, tu te nourris du groupe. Ouais, tout à fait. Et du coup, si tu te nourris d'un truc, au bout d'un moment, ça va se déliter parce que il y a pas une énergie infinie chez les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut toujours donner autant que tu prends, et il y a une espèce de réciprocité. Ouais, exactement, de vase communicant. Et c'est intéressant aussi parce que, tu vois, on parlait de Michael Jordan tout à l'heure. Et il y a cette histoire de se nourrir du groupe et nourrir le groupe qui est très bien incarnée dans l'équipe des Chicago Bulls par Dennis Rodman. Alors, petit jingle d'applause parce que moi, c'est mon préféré. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous le fais rapidos, mais Dennis Rodman, comment dire, c'est un espèce de... Un animal. C'est un animal alien qui se trouve être tellement brillant en basket qu'il est dans la meilleure équipe du monde de l'époque, quoi. Mais le gars est non seulement exubérant par son apparence physique, mais aussi par ses comportements. Ouais. Et il a toujours la tête colorée, des piercings, il vient toujours en lunettes de soleil. Enfin, on dirait vraiment... Tape Dennis Rodman sur Google. Voilà, tape Dennis Rodman.
Rodman sur Google, tu vas voir, tel un rappeur des années 2020, quoi. Mais en fait, il est également le gars qui se pointe pas aux entraînements, on disparaît, mais littéralement disparaît pendant 3 jours. Enfin, un gars, t'es en championnat. Disparaît à Vegas, dans une chambre d'hôtel avec des 100 prostituées, voilà. Super. Et en fait, si tu veux, il y a eu un moment pareil dans le documentaire où on lui pardonnait un peu ça parce qu'il est excellent sur le terrain, donc c'est un défenseur. Et il n'y a pas meilleur défenseur, tu vois. Lui et Michael Jordan, c'est un combo attaque-défense intéressant. Sauf que à un moment, je crois que c'est au moment de cette disparition de 3 jours, là, il y a une ligne rouge qui a été tracée et ils lui ont dit, mec, c'est plus possible par rapport au collectif, justement. Et en fait, lui, il se défend en disant, bah oui, mais soit vous me prenez comme je suis parce que c'est ma différence qui fait que je suis comme ça et qui nourrit ce groupe, et si j'étais pas comme ça, je serais pas un défenseur aussi bon. Soit vous me prenez pas. Et de l'autre côté, t'as le truc de, ben c'est vrai, mais il y a un moment où ta différence, c'est ça qui ampute aussi le collectif. Et donc, je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant comme concept, de aussi la ligne rouge. Quand t'as des gros égos dans une équipe, à quel moment, en fait, ou d'ailleurs des personnalités différentes. Je pense que, ne serait-ce que nous chez Jab, on a plein de personnalités différentes. Ça nourrit énormément qui on est. Mais de savoir un peu délimiter à quel moment c'est vraiment une ligne à ne pas dépasser, quoi. Oui, et puis en fait, le problème là-dedans, c'est que ce gars-là, là, Dennis Rodman, je pense qu'il pompait de l'énergie à tout le monde et du coup, tout le monde jouait moins bien. Ouais. Bah, tu le vois d'ailleurs dans le documentaire, quand il est pas là pendant 3 jours, l'entraîneur ne pense qu'à ça, donc il n'entraîne plus l'équipe. Il y a beaucoup de conséquences là-dessus. Et donc, je trouve que c'est souvent une question importante, et on peut le voir aussi nous dans le business parfois quand chez Netflix, par exemple, dans le bouquin sur la culture, il disait il y a quelques gars qui étaient vraiment nos mecs les plus brillants, mais en fait, ils étaient tellement exécrables, par exemple, avec leurs équipes, qu'on a dû les let go. Ça me fait penser à dans Creativity Inc., donc le bouquin dont je parlais sur Pixar. En fait, on le sait pas forcément, mais le gars qui a racheté Pixar, c'était Steve, ni plus ni moins que Steve Jobs. C'est vrai que c'est assez peu connu. Moi, quand je l'ai lu, j'ai dit oh waouh, ouais. Et en fait, Steve Jobs, il a racheté Pixar au tout début de Pixar. En fait, il a fait naître Pixar, et à un moment, ils instaurent un process qu'ils appellent de brain trust. J'en parlerai un peu plus après, mais c'est un process qui, en gros, réunit une assemblée pour faire avancer les films qui sont en production. Et l'idée, c'est que là-dedans, il y ait personne de hiérarchique. Enfin, il y a personne de plus hiérarchique que le filmmaker, quoi, pour justement lui faire des feedbacks sur comment améliorer le film, comment améliorer les personnages, l'histoire, etc. Quand tu dis, juste pour clarifier, qu'il y a personne de plus hiérarchique, ça veut dire que dans le meeting, tout le monde est égal. En fait, personne ne peut dire au filmmaker, personne ne peut avoir le dernier mot. C'est le filmmaker qui a le dernier mot. Donc il n'y a pas son supérieur hiérarchique sur le projet. D'accord, j'ai compris. Il peut y avoir des supérieurs hiérarchiques de la boîte, des producteurs, etc. Mais pas le supérieur hiérarchique sur le projet. Ouais, c'est bon. Donc il n'y a pas de agenda caché, quoi. Il n'y a pas d'intérêt individuel trop marqué, pour que ça fasse avancer justement dans une direction qui est neutre et qui est celle du filmmaker, du coup. Et en fait, comment il s'appelle, Ed Catmull, voilà. J'allais dire Kullman. Quel nom. Ed Catmull, qui est le CEO de Pixar. Un jour, il va visiter Microsoft, et en fait, Steve Jobs est très très jaloux et lui dit mais tu vas quand même pas aller bosser pour Microsoft et tout. Bon, il a un peu peur. Et Ed Catmull, il se dit, je vais prendre ce moment pour faire une négo avec Steve Jobs. Parce qu'apparemment, il était intraitable, Steve Jobs. Et il lui dit, tu sais, le Brain Trust, là, le truc qu'on a créé. Ouais, ok. Je veux pas que t'assistes à un seul des Brain Trust, en fait. J'adore. Et en fait, et ce qu'il lui dit, c'est qu'il veut pas qu'il y assiste parce que visiblement, Steve Jobs, quand il rentrait dans une pièce, il parlait tellement fort et tellement de manière autoritaire, que c'était impossible pour quelqu'un d'autre de s'exprimer librement, ou de prendre le feedback bien ou à peu près bien. Ouais. Et en fait, Steve Jobs, il est quand même intelligent, et donc il dit oui. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant pour un gars avec autant d'ego et autant d'importance dans la boîte, de se retirer de ça et d'accepter en fait de privilégier le collectif versus son ego à lui. Et ce qui est hyper intéressant dans cet exemple, et dans la façon dont tu le mets bien en avant,
c'est mettons des guillemets, mais le sacrifice, tu vois, de son envie, son ego personnel. C'est un vrai sacrifice. Ouais, et pas juste dans l'intérêt du collectif, parce que il y a quelque chose qui est intéressant à dire, c'est le collectif en soi. C'est pas que ça n'a pas de valeur, mais n'est pas un but. Et je pense que ça, en tout cas, dans le business, on le voit bien, qui est que le but n'est pas, voilà, nous sommes un collectif, mais c'est le collectif est le meilleur moyen pour atteindre tes buts. Donc, par exemple, là, très clairement, Steve Jobs, il a bien vu que si, et je pense qu'il est bien au courant, enfin, il était bien au courant que il avait justement cette espèce d'aura qui empêchait les autres de s'exprimer. Et donc, du coup, si le but était de sortir plus d'idées, d'avoir plus d'expression de la créativité de chacun, il fallait qu'il se retire pour ça. Et c'était pas parce qu'il s'est dit, cool, il faut jouer collectif, tu vois. C'était, j'ai bien conscience que le pouvoir, je perturbe le pouvoir du collectif en faisant ça, et donc je suis un obstacle, tu vois, à l'objectif qui est faire les meilleurs films, etc. Donc c'est intéressant. Oui, et en fait, c'est le besoin d'avoir le collectif, en général, c'est surtout pour gagner quelque chose de plus grand que ce qu'on pourrait faire à peu. Ouais, ça c'est une question que Stem soulève et qui est hyper intéressant, c'est ok, on est collectif et tout, mais en vue de quoi ? À partir du moment où tu mets ce sujet sur la table, ça va tout de suite questionner, ok, mais en fait, pourquoi on se mettrait ensemble ? Parce que on l'a commencé à bien le dessiner, mais se mettre en collectif, ça veut dire apprendre à travailler ensemble avec nos défauts et nos sensibilités communes. Il y a quelque chose de très, d'un point de vue... C'est dur en tout cas. Ouais, exactement. C'est vrai. Du point de vue humain, c'est pas facile. Hein. Et d'ailleurs, ne serait-ce que, ça c'était une autre question quand on préparait, mais de se dire... C'est à partir de combien le collectif, tu vois ? Tout seul, t'es seul. À deux, t'es un duo. À partir de 3, ça commence à être collectif. Et ne serait-ce qu'à 3, qui est la forme la plus petite du collectif, déjà, bonjour, quoi. Tu vois ? Et c'est ça, c'est plus dur, c'est plus long de faire des choses. Il y a plein de problématiques liées à ça. Mais quand même, on en a besoin. Et moi, ça me fait penser à un exemple. Quand je vivais à San Francisco, c'était le début de Singularity University. Ah yes. Et en fait, Singularity University, c'est un programme qui a été financé par Google, qui était sur le campus de la NASA à l'époque, mais je pense qu'il y est toujours. Possible. Et c'était vraiment un truc exceptionnel. J'étais allée visiter, t'as les bras qui t'en tombent, quoi. Il y a une pièce immense avec que les trucs de tech, les plus nouveaux, les drones, les machins, l'imprimante 3D à l'époque, c'était complètement dingue. Enfin, c'est le lab du futur, quoi. Ouais, c'était incroyable. Et en fait, ce programme-là veut créer des projets qui impactent 1 billion, donc 1 milliard de personnes sur Terre. Et pour ce faire, ils avaient recruté les meilleurs talents du monde entier et les avaient mis ensemble. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une pluralité de gens avec des talents différents. Donc, je sais pas, il y avait des chimistes, il y avait des gens de business, il y avait des artistes, il y avait vraiment... Enfin, il y avait, je sais pas, je pense que ça existe encore, en fait. Oui, je crois. Il y a tout type de gens, mais brillants. Il y a des artistes aussi, moi je connais des gens, des acteurs qui y sont allés. Il y a plein de personnes différentes. Et on les met ensemble comme dans un... voilà, dans un labo, quoi. Et on leur dit, allez-y, sortez quelque chose qui impacte 1 milliard de personnes. Good luck. Et vous avez de l'argent, de la tech et plein de cours sur plein de sujets du futur. Et en fait, les trucs qui sortaient, c'était vraiment impressionnant. Il y a un pote, enfin un gars que j'avais rencontré là-bas, qui avait sorti un test qui pouvait détecter le cancer en faisant une prise de sang sur le doigt, quoi. Enfin, juste avec une goutte de sang. Il détectait certains cancers. C'était pas mal. Incroyable, c'était impressionnant. Ouais. Il y avait plein de projets. Et ce dont on se rendait compte, c'est que tu mets ensemble des gens qui ont des choses différentes à apporter, parce que c'est ça aussi. Bah oui. Des gens qui ont des choses différentes à apporter. Tu les mets dans un bon environnement, parce qu'il y a le sujet de l'environnement aussi. Ouais. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ouais. C'est intéressant ce sujet de l'environnement. Parce que là, et d'ailleurs, ça pose une très bonne question qui est quel est l'environnement propice à créer du collectif et les infrastructures ? Tu vois, on parlait tout à l'heure du Brain Trust, où il n'y a pas d'hierarchie. Tu veux expliquer ce que c'est ? Tu veux expliquer ce que c'est ? J'ai pas vraiment expliqué. On n'a pas exactement expliqué.
Donc, le Brain Trust, c'est encore un exemple Pixar. Et cet épisode Ils sont trop forts. Pas une book review, mais ouais, on vous recommande vraiment à 1000% ce livre d'ailleurs. C'est Creativity Inc. de Ed Catmull. Moi, quand je l'ai ouvert, juste pour dire, quand je l'ai lu, je me suis dit, je regrette d'avoir eu ce livre aussi longtemps sur mon armoire et de pas l'avoir lu avant. Je l'ai adoré. Il est super. Ouf. Et donc, il parle de cet organe qu'ils ont créé qui est le Brain Trust. Donc déjà, le nom est fantastique et encapsule plutôt bien ce que c'est. C'est en fait réunir autour d'une table plein de cerveaux, donc de chez Pixar, des gens volontaires pour aider à débloquer le storywriter, la personne qui écrit l'histoire du film Pixar. Il y a un moment où voilà, il sent qu'il est bloqué et donc tous les gens autour de la table s'engagent à me donner leur feedback honnête, candide, transparent pour essayer de débloquer ce gars qui écrit l'histoire, quoi. Et en fait, ne serait-ce que ça, parce qu'on peut penser à des conditions de collectif comme les conditions matérielles, tu vois, avoir un super campus, c'est sûr ça aide. Et aussi, qu'est-ce que tu mets en place comme environnement et comme règle, enfin ouais, entre voilà, guillemets. Exactement, comme environnement aussi immatériel pour créer les conditions de la confiance, parce que le collectif, ça demande également une confiance énorme, je pense, et de se sentir aussi en capacité pleine d'expression. Donc c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec Steve Jobs, le fait qu'il était là, c'était un frein au collectif, puisque les gens ne s'exprimaient pas. Et je trouve que ça, particulièrement quand on est comme toi, Sarah et moi, de être dans un processus de construction d'une boîte, d'une équipe et tout ça, c'est des questions auxquelles on pense pas souvent avant d'être confronté à peut-être des problèmes, des conversations un peu plus difficiles, mais de se dire est-ce qu'on est bien garant d'un climat où chacun peut exprimer, et exprimer bien sûr ses talents et tout ça, mais aussi parfois quand ça va pas, parce que le collectif il est éprouvé, et ça je pense que c'est aussi important de le dire, il est éprouvé quand ça va pas. Parce que quand ça va bien, tout le monde a envie d'aller travailler ensemble et tout ça. Et quand tu traverses des moments un peu plus difficiles, c'est vraiment là où tu vois si les infrastructures que tu as mises en place, plutôt ce qu'on disait tout à l'heure, les conditions d'expression sont solides, ou s'il faut les retravailler, quoi. Il y a un excellent exemple aussi d'environnement physique et de règles. Ouais. C'est l'exemple de la grande table. Ah bah Pixar. Oui, vas-y. Donc en fait, c'est excellent ça. Mais je pense que c'est dans le Brain Trust d'ailleurs. À un moment dans ce Brain Trust, ils avaient un campus de fous et une salle incroyable pour faire ces réunions-là. Et en fait, c'était une salle avec une immense table de designer que Steve Jobs avait acheté et qu'il adorait. Et donc, chacun se plaçait autour de cette grande table rectangulaire très longue. Et au bout d'un moment, pour que on entende les gens qui avaient plus de place dans la hiérarchie que les autres, eux ils se mettaient au milieu de la table. Et au fur et à mesure, ils ont installé un système où il y avait des name tags sur la table. Donc en fait, avant même de rentrer dans la salle, on savait qui était assis à quelle place. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les idées étaient nulles. Et qu'il y avait plus du tout de créativité. Et c'est pour ça quand tu disais le collectif il est éprouvé quand ça va pas, là c'était le cas. Et donc ils s'étaient pas rendu compte que c'était entre guillemets cette table plus les habitudes qui posaient problème. Et donc ils ont changé de table, mais sauf qu'il y avait encore les name tags. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait après? Du coup ils ont enlevé. Et en fait en fait le fait que n'importe qui puisse s'exprimer dans un système physique où tout le monde peut autant parler et autant être écouté, ça a tout changé et ça a redynamisé en fait l'esprit créatif. Ouais, je pense que ça c'est hyper important dans cette notion-là. Ça demande une certaine dose d'empathie et d'ouverture aussi. Le collectif. Et moi, ça me fait penser vachement à un podcast qu'on a écouté, qui est un podcast de Tim Ferriss où il interviewe une femme qui est spécialiste dans les conversations difficiles. Ah oui. Donc elle est spécialiste en égo bien sûr et en négociation et tout ça, mais aussi dans les conversations difficiles qui nous arrivent à tous dans le quotidien. Et en fait, ce qu'elle disait, et ça me fait penser un petit peu à cet exemple de Brain Trust et à cette idée d'être empathique et aussi d'essayer d'être du point de vue de l'autre. Et elle disait souvent, pour pouvoir vraiment comprendre ce que vivent les autres, il faut essayer d'être dans leur basket, quoi.
Donc par exemple, elle donne cet exemple anodin et qui moi vraiment est resté avec moi de son fils qui est assis à côté d'elle dans la voiture et tous les jours elle lui demande quelle est la couleur du feu, elle veut lui apprendre les couleurs, tu vois. Et le petit, genre, dit tout le temps les mauvaises couleurs du feu, quoi. Il se dit, mais j'ai fait un daltonien, tu vois. Donc, elle va faire les tests des yeux, elle se dit, bah mince, cool, ça m'a permis de détecter, ça se trouve, il est daltonien et tout. Non, pas du tout, les couleurs du reviennent normales. Au bout d'un moment, elle s'énerve, elle perd patience contre lui et tout. Et elle dit, mais je comprends pas, c'est quoi ton problème et tout. Ça lui a pris 6 mois de se rendre compte qu'en fait, son petit, il était assis à côté d'elle, mais comme il était plus petit en taille, il ne voyait pas les feux. Et il voyait l'autre feu en fait. Il voyait en fait, il voyait l'autre feu. Ah, ok. Elle voit le feu qui est juste le feu de la voiture, mais lui, il voit le feu des piétons qui est en face. Ah, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il disait tout le temps la mauvaise couleur. Voilà. Merci pour la rectif. Donc, il voyait le feu des piétons parce qu'il est plus petit. Et du coup, elle s'en est rendue compte longtemps après et ça lui a un peu ouvert les yeux sur le fait que dans une conversation souvent c'est comme ça et moi je le vois bien quand on fait des réunions à 5, 6, 7, 8 personnes en fait on se rend compte que tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde ne comprend pas les mêmes trucs et donc ça demande cette espèce de conscience et cette ouverture au fait que quand tu crées un collectif, à la fois tu veux que tout le monde soit sur la même page et qu'on ait tous un but commun et nanana, et en même temps il faut prendre en compte, c'est même plus de la diversité là, mais c'est de se dire si un problème ou quelqu'un comprend pas, c'est peut-être que son point de vue est différent. Donc il y a une dimension hyper psychologique à ça aussi. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent on va avoir tendance à pallier les faiblesses des gens. Ouais, tout à fait. Plutôt que l'inverse, qui est de renforcer les forces. Ouais. C'est une très bonne question, ça, d'ailleurs. Ouais, parce qu'en fait, on a automatiquement ce système critique en tête de « Ah ouais, mais non, mais lui, il est pas fort à ça, et moi, j'arrive pas à faire ça, etc. » Et du coup, on va se servir du groupe pour pallier les forces. Ouais. Mais peut-être qu'il faut le voir dans l'autre sens, à savoir comment on utilise les super pouvoirs de chacun pour faire un groupe encore plus fort. Ouais. Et c'est un peu la conclusion à laquelle on est arrivé au bout de ce thème. C'est de vraiment se voir plutôt comme des super-héros que des gens avec des défauts qui se mettent en groupe pour pas trop en avoir. Donc on a fait un test qui s'appelle Gallup, qui s'appelle Strength Finder. Find your strength. Et ce test, en fait, toute la philosophie de ce test, c'est de se dire, il faut plutôt travailler sur nos forces que travailler nos faiblesses, quoi. Ouais. Donc, et c'est une question qu'on se pose tous, d'ailleurs, je pense, à chaque fois. Ouais. On dit, est-ce qu'il vaudrait mieux que je travaille mes forces ou que... Et comme tu le disais, on a un instinct à vouloir travailler, à renforcer ses faiblesses, à se dire, je veux pas être faible, donc je vais travailler ce truc. Mais pour toi, c'est chiant, parce que déjà, personne aime travailler sur des trucs fort, en fait, où il est pas fort. 2, c'est pas la bonne solution non plus pour le collectif, qui se retrouve d'autant plus renforcé, au contraire, si t'as pris conscience et que t'as travaillé sur des trucs qui sont déjà tes forces. Et donc, j'aime bien ton image un peu de dire essayons plutôt de faire une équipe avec des super-héros complémentaires, chacun a un peu son domaine de super-héros et c'est peut-être ça parce qu'en fait une équipe Marvel l'équipe des super-héros Marvel, en fait ils ont chacun des faiblesses mais énormes, immenses et vraiment flagrantes, mais entre guillemets il y en a pas un pour rattraper l'autre, franchement. Ouais. Et c'est pas grave. Et pourtant, c'est genre la meilleure équipe de super-héros. Et d'ailleurs, la meilleure et je pense la seule équipe de super-héros. Parce que les DC, ils sont pas une équipe, si. Chers auditeurs, je suis Erwan, l'ingénieur du son qui se cache derrière tous les épisodes de Radio Jab. Je me dois d'intervenir afin d'éviter que Thanos et Doomsday ne se fâchent contre vos animatrices préférées. DC a bien une équipe, la Justice League, qui est l'équivalent des Avengers. Mais c'est un bon exemple, ça, les super-héros. Mais oui. L'équipe des Marvel, c'est vraiment une des seules équipes. Mais voilà, et eux, ils travaillent vraiment leur truc le plus fort. Ouais. Par exemple, Thor, à un moment dans les épisodes, en fait, il devient gros, obèse et tout. Il veut plus du tout être un super-héros et tout ça. Et en fait, c'est pas en travaillant sur son mindset faible de jouer aux jeux vidéo et boire des bières qu'il redevient Thor. C'est en retrouvant son marteau. Parce que son marteau, c'est son super power et en fait, il ne peut soulever le marteau que s'il est digne de son père. Wow. Et il redevient digne de son père en se disant je veux soulever mon marteau, etc. Je veux sauver le monde. Ouais, je veux redevenir un super-héros.
Trop bien. D'ailleurs, c'est un beau pont, je pense, pour la conclusion qui était un peu pourquoi on a besoin de collectif. Ce qu'on voulait laisser pour cet épisode, c'est repartir avec le collectif. Ça demande beaucoup de travail, certes, sur soi, sur être ensemble. Ça demande de gérer les différentes personnalités, les égos, de être ensemble dans l'adversité, etc. Mais en fait, pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi c'est que ça vaut quand même le coup d'être en collectif plutôt que tout seul ? C'est parce que on veut sauver le monde, quoi. Comme les Marvel, je pense que chacun peut s'approprier à sa propre façon comment il veut sauver le monde et ce que ça veut dire pour lui. Qu'est-ce que c'est ce truc big que tu peux pas faire tout seul ? Et du coup, je pense qu'il y a quelques questions intéressantes à te poser, cher auditeur. Demande-toi plusieurs trucs. D'une, comment tu contribues dans les collectifs où t'es, dans les groupes où t'es ? Et est-ce que c'est bien équilibré entre comment je contribue et comment je prends ? Ouais. Parce qu'on peut vite ne pas s'en rendre compte qu'on est un peu branché au collectif et qu'on fait pas assez le travail. Donc ça, je pense que faut être candide, du coup. Ouais. Faut être honnête, c'est une sorte de honnête candide, c'est bon. Cherche sur Google la traduction. Ouais. Et aussi Candide dans le sens anglais du terme, du coup, juste pour dire. Candid. Candid. Et aussi, qu'est-ce que tu cherches à accomplir avec le collectif ? Ouais. Et je pense que ça, on va te laisser avec cette question-là. Ouais. Parce que c'est important de pas juste être une équipe pour être une équipe, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on veut gagner ensemble ? Et pourquoi on pourrait pas le faire seul ? Trop bien. Merci Sarah. Merci Steph. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec 2 personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. Et la deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.